J'ai enterré ma femme il y a 8 mois. 8 mois à faire semblant d'être un homme debout. 8 mois à répondre « ça va » avec une voix qui ne me ressemblait plus. Je me souviens encore de la terre humide sur mes chaussures, du bruit sourd des pelletés et surtout de cette sensation absurde. Tout le monde continuait à respirer autour de moi, alors que moi, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé l'air. On avait fermé le cercueil très vite. Accident violent, m'avait-on répété. Mieux vaut garder l'image d'avant. J'avais acquiescé, docile, parce que je n'avais plus la force de contester quoi que ce soit. Depuis, ma vie était devenue une suite de gestes automatiques. Le café le matin, 2 tasses, au lieu d'une par habitude, puis la seconde, qui refroidissait sur le plan de travail, comme une blague cruelle. Les lessives, les papiers, les condoléances. Et une petite voix au fond de moi qui revenait toujours à la même question. Comment une personne peut disparaître aussi vite, sans laisser autre chose qu'une pile de formulaires et un vide dans le lit? Le jour où tout a basculé, je n'étais pas au cimetière. J'étais dans un endroit encore plus banal, un centre administratif, ces bâtiments où on va régler ce qu'on n'a jamais envie de régler. On m'avait convoqué pour mettre à jour un dossier lié au décès, une histoire de succession et d'assurance. J'y allais sans réfléchir, parce que c'est ce qu'on fait quand on est veuf, on exécute. Dans la salle d'attente, il y avait l'odeur du plastique chauffé et des gens qui soupiraient. J'avais les mains moites sur mon numéro de passage. Au guichet, l'agente a tapé mon nom, puis celui de ma femme. Et là, elle s'est figée une seconde, pas longtemps, juste assez pour que je le remarque. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis l'écran, encore. Son visage s'est recomposé dans une neutralité forcée. « Je vais devoir demander une vérification complémentaire, monsieur. » J'ai senti mon estomac se serrer. Pourquoi ? Elle a hésité, comme si elle cherchait la formulation qui ne déclencherait pas une explosion. Parce que il y a eu une activité récente sur une identité liée à ce dossier. Activité ? J'ai ri une fois, sans humour. Elle est morte. Elle m'a lancé un regard qui disait clairement « Je ne peux pas vous dire ce que je pense à voix haute. » Puis elle a baissé le ton. « Monsieur, je vous conseille de vous asseoir. » Ce n'était pas une scène spectaculaire. Pas de musique dramatique, pas de sirène. Juste moi, debout, le cœur qui battait trop vite, et cette phrase qui venait de se glisser dans mon crâne, comme une lame fine. Et si elle n'était pas morte ? Je suis sorti du bâtiment comme un somnambule. Dans ma voiture, j'ai regardé mes mains sur le volant. Elles tremblaient. J'avais envie de rentrer chez moi, de m'enfermer, de me convaincre que j'avais mal compris. Mais je savais déjà que je n'avais pas halluciné. La fonctionnaire n'avait pas parlé de bug. Elle avait parlé d'activité, comme un conte qu'on utilise, comme un nom qu'on fait vivre. Le soir même, j'ai fouillé les tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis le drame. Les classeurs, les enveloppes, les doubles de contrat. J'ai retrouvé le dossier d'assurance, celui que mon beau-frère m'avait aidé à remplir. C'était lui, d'ailleurs, qui avait géré tout ce qu'il fallait à l'hôpital. Lui qui m'avait dit que c'était trop dur de voir. Lui qui avait insisté pour le cercueil fermé. Sur le moment, j'avais vu de la protection. Avec le recul, je voyais surtout un verrou. J'ai passé la nuit à recoller des morceaux, pas des souvenirs, des détails. Les appels manqués, les signatures, les jours où on m'avait conseillé de ne pas me fatiguer. À 4 heures du matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 20 ans de couple. J'ai mis de côté l'émotion. Et j'ai pensé comme un homme qu'on a tenté de tromper. J'ai commencé par une chose simple, la caméra de la sonnette. Je ne l'avais presque jamais utilisée. Pourtant, dans l'historique, j'ai vu un mouvement, 3 semaines après l'enterrement. Un homme, casquette basse, qui déposait une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas un facteur. Il avait regardé autour de lui avant de repartir. Le lendemain, même heure, même silhouette. J'ai grossi l'image jusqu'à voir le détail qui m'a glacé. Un bracelet en cuir tressé, noir, avec une boucle abîmée. Un bracelet que j'avais offert à ma femme pour ses 30 ans. Un truc qu'elle portait tout le temps, parce que ça lui portait chance, disait-elle. À partir de là, je n'ai plus cherché à me convaincre, j'ai cherché à prouver. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Ça paraît étrange,
Mais je savais que je n'avais que des sensations et des coïncidences. Et dans ce genre d'histoire, la personne qui crie en premier passe souvent pour folle. Alors j'ai fait l'inverse. J'ai préparé le terrain. J'ai rappelé la compagnie d'assurance. J'ai joué le veuf fatigué, le type qui ne comprend rien et qui veut juste être sûr que tout est en ordre. J'ai demandé les références, les dates, les documents. J'ai pris des notes comme si je révisais un examen. Puis j'ai appelé mon beau-frère. Je n'ai pas accusé, pas une seconde. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler d'un détail administratif, que j'étais perdu. Il a soupiré avec cette impatience qu'il cachait mal depuis des mois. « Je passerai demain », a-t-il dit. Le lendemain, il est arrivé avec son sourire bien huilé et ses mots rassurants. Je l'ai laissé s'installer, parler, m'expliquer comme à un enfant. Et pendant qu'il débitait son discours, j'ai observé ses mains. Elles n'arrêtaient pas de toucher sa montre, le genre de tic qu'on a quand on ment. « Tu as l'air tendu », j'ai dit calmement. « Tu te souviens du bracelet qu'elle portait tout le temps ?» Il a cligné des yeux. « Quel bracelet ?» Mensonge. Trop rapide, trop propre. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran allumé, vidéo prête, pas comme une menace, comme une invitation. Je l'ai fait glisser vers lui. Il a regardé, 1 seconde, 2, et j'ai vu ce que je n'oublierai jamais, ce moment exact où quelqu'un comprend que la partie est finie. Sa gorge a bougé. Il a tenté un rire qui n'a pas trouvé de sortie. Tu comprends mal. Je l'ai coupé, toujours sans hausser la voix. Dis-moi juste où elle est. Il a secoué la tête, puis il a lâché la phrase qui m'a fait plus mal que la mort elle-même. C'était pour ton bien, pour mon bien. Comme si j'étais un meuble qu'on déplace sans demander. Comme si mon chagrin pouvait être géré à ma place. Et là, j'ai compris l'ampleur du plan. Ma femme n'avait pas seulement disparu, elle avait été effacée, remplacée par un récit utile, un récit rentable, une vie rangée ailleurs pendant que moi, je portais le deuil officiellement. Je n'ai pas frappé la table, je n'ai pas hurlé. Je me suis levé et j'ai dit « Parfait, alors je vais faire les choses proprement ». Le soir même, j'ai envoyé les éléments que j'avais à un avocat spécialisé, pas celui des divorces faciles, non. Quelqu'un qui parle en termes de fraude, de faux, de complicité. En parallèle, j'ai pris rendez-vous avec un enquêteur privé. Et oui, j'ai payé, parce que je ne voulais pas d'une vengeance bruyante. Je voulais une vengeance froide, de celle qui laisse des traces sur papier. 1 semaine plus tard, j'avais un début de carte, un nom utilisé à l'étranger, un appartement loué en périphérie, des mouvements bancaires juste avant l'accident. Et surtout un détail délicieux, presque ironique. Une demande récente de duplicata de certificat. Pour perte, bien sûr. Je me suis rendu devant l'immeuble un soir. Je n'ai pas sonné, je n'ai pas joué au héros. J'ai attendu dans la voiture, moteur coupé, comme on attend la fin d'un film, où on connaît déjà le twist quand elle est sortie. J'ai eu l'impression que le monde se contractait. C'était elle. La démarche, la manière de remettre une mèche derrière l'oreille, même ce réflexe de regarder à gauche, puis à droite, avant de traverser. Elle avait changé de style, un peu. Mais on ne change pas une personne en entier. On change juste le décor. Elle s'est approchée d'une voiture, a ouvert la portière, et s'est figée en me voyant. Nos regards se sont accrochés. 1 seconde, puis une autre. Elle a pâli, pas de peur, non, de calcul. Comme si elle cherchait déjà la sortie la plus rentable. Elle a murmuré mon prénom, comme si ça suffisait à effacer 8 mois d'enterrement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas couru vers elle. Je lui ai simplement montré l'enveloppe sur le siège passager, pleine de copies, de dates, de signatures. Et je lui ai dit, d'une voix presque tranquille, « Tu peux remonter dans ta voiture, mais demain matin, ce dossier sera sur le bureau du procureur. Et cette fois, ce n'est pas toi qui écris l'histoire. » Elle a ouvert la bouche, prête à jouer la carte des larmes. Je la connaissais. C'était sa spécialité. Sauf que ce soir-là, elle a compris autre chose. Je n'étais plus son public. Je suis reparti sans claquer de portière, sans phrase finale spectaculaire. Ma vengeance n'était pas dans un face-à-face.
Elle était dans ce qui allait suivre. Les comptes gelés, les complices interrogés, les mensonges qui s'effondrent quand on les expose à la lumière. Et surtout, ce moment que j'attendais en silence, celui où tout le monde apprendrait que je n'avais pas enterré une épouse, j'avais enterré un mensonge, et que l'homme qu'on croyait brisé avait simplement appris à devenir patient, parce que le deuil m'avait vidé. Mais la trahison, elle, m'avait rempli d'une chose bien plus dangereuse, une lucidité sans tremblement. Et quand on atteint ce niveau-là, on ne cherche pas à se venger, on cherche à rétablir l'équilibre. Et l'équilibre dans ce genre d'histoire coûte toujours très cher.